Mesdames, Messieurs, bonsoir, cher Druff. Je suis très heureux de... Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ici ce soir. Je crois qu'on a un petit problème de micro, là. Est-ce que ça va se régler? Bon, on espère. Normalement, ça se règle toujours. Donc, bienvenue pour cette... c'est pas une leçon inaugurale, c'est une séance inaugurale, parce que c'est presque comme un cours annuel, puisque nous aurons 7 rencontres ici, au Collège de France, où nous accueillons la Comédie Française. Alors, quelle idée d'accueillir la Comédie Française au Collège de France? D'ailleurs, c'est un peu austère par rapport à la Comédie Française. Est-ce qu'on est plus austère? On verra ça ensuite. Mais on a déjà un point commun. Dans les deux institutions, il y a un titre qui est en train de disparaître, administrateur. Donc vous avez devant vous 2 administrateurs, même un administrateur général. Je ne sais pas quand nous, au Collège de France, on a perdu le général, mais ça va très bien aussi. Et je pense en effet... la Comédie Française et le Collège de France, c'est un peu une maison autour d'une troupe et ici autour d'un collège qui parfois est aussi un peu une troupe, mais on reviendra là-dessus, avec les 2 maisons chargées de beaucoup d'histoires, des idées, justes ou fausses, mais même parfois fausses, c'est pas grave, parce qu'il y a des histoires, des légendes qui se tissent autour. On a aussi, et peut-être ce soir, c'est peut-être pour la première fois, une sorte de mélange, parce qu'on a un public, je crois, les 2 institutions, on a un public très fidèle qui vient et qui se considère un peu aussi comme les propriétaires du lieu. Peut-être ce soir, on a à la fois le public de la comédie et le public du collège, et on va voir si cette osmose, si ça prend ou pas, donc... on verra ça à la fin. Et d'ailleurs, vous pouvez vous-même en discuter parce que ce soir, je vous l'ai dit déjà, si vous avez faim et soif, il y a une petite réception qui vous sera offerte à la fin de cette... Mais il faut rester un peu quand même. Donc, c'est à la fin. Donc, il n'y a pas de service sur la table, mais je crois que vous ne faites pas ça non plus. Ce n'est pas comme au Lido, donc il faut attendre la fin des festivités. Et donc, après... Donc, Mathilde va vous donner le programme plus en détail. Je voudrais juste dire que ce programme a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation Hugo du Collège de France, qui a été créée en 1979 par 2 mécènes, Hélène et Jean-Pierre Hugo. Et je voudrais saluer les membres du conseil de la Fondation qui sont présents, et notamment Monsieur Michel Franck. Et donc, je vais donner la parole à Mathilde Serrel, juste encore pour vous dire que on a quand même beaucoup, vous allez le voir ce soir, beaucoup de choses en commun. William Max a dit c'est comme 2 sœurs, donc il y a la grande sœur, la petite sœur, je ne sais pas qui est qui. Bah, si on prend l'ancienneté, on a un petit avantage, mais il y a peut-être d'autres critères aussi, donc on verra ça. Et il y a aussi un peu un savoir de la scène, donc on ne peut pas dire que les professeurs, et ils ne voudront pas qu'on le dise, c'est un peu des acteurs, mais ils le sont quand même un peu. Et peut-être les acteurs sont aussi un peu des professeurs à leur manière, faisant passer des choses. Et je pense par les temps qui courent, où on cherche quand même un peu de sérénité, d'optimisme, et aussi un peu de véracité. Je pense que nos 2 institutions ont peut-être quelque chose à apporter, évidemment, chacun de manière différente. Mais voilà, personnellement, je suis très content qu'on a pu faire cette rencontre, et je voudrais aussi remercier Florence Terrasse-Rioux qui a beaucoup œuvré à que cela se réalise. Voilà, et je passe la parole à Mathilde. Merci de nous accompagner ce soir pour la première de ce premier cycle de rencontres de la Comédie Française au Collège de France. J'ai envie de dire avec le professeur Ruff, vous ferez sa connaissance un petit peu après. Quand 2 institutions pluricentenaires se rencontrent, qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent « Et toi, comment t'as tenu jusque-là »
Et elles se répondent en chœur, c'est une question de nature, une question de constitution. C'est ça qu'on va voir ce soir. Le Collège Royal, puis Collège de France, fondé en 1530 par François Ier à 495 ans. La Comédie Française, 345 ans. Elle ne porte pas encore son nom quand elle est fondée en 1680 à l'initiative de Louis XIV. Ces deux institutions, elles ont en commun un modèle singulier où les professeurs, ici, les comédiens là-bas, sont au cœur des décisions. Ce sont à leur manière des scopes, des coopératives de production, des savoirs et de la création, des utopies démocratiques pour prendre le thème de cette première rencontre, de ce premier échange de ballons. Je vous présente donc les équipes à domicile. Vous venez de l'entendre, Thomas Romer, administrateur du Collège de France depuis 2019 et titulaire de la chaire Milieu biblique. Toujours à domicile, William Marx, titulaire de la chaire Littérature comparée et régisseur son ce soir. Grâce à lui, vous avez entendu la magnifique Marche des Turcs de Lully. Enfin, professeur Ruff, Éric Ruff, administrateur général de la Comédie Française. Et oui, il a gardé le général depuis 2014, metteur en scène, scénographe et comédien. C'est à lui que revient l'honneur de frapper les 6 coups qui ouvriront ce spectacle. Absolument. Je vous en prie, Éric. Avec ce brigadier, j'ai remarqué tout à l'heure que ce que je pensais être un volet pour faire sortir les fils d'ordinateur est en fait une place très exacte pour le brigadier. Je pense que l'ensemble du Collège de France a été construit autour. Exactement. Alors je dois le faire, c'est pas mon habitude. Je peux vous montrer d'ailleurs, ça c'est vraiment le bout de bois sur lequel nous frappons les 6 coups. Vous voyez à quel point il est bien travaillé. Alors, j'espère que la tradition ne vient pas de Jean-Baptiste Lully, sinon je vais faire attention. On ne le fait plus maintenant. Alors les 6 coups, pourquoi les 6 coups ? Parce que ça a été la réunion des 2 troupes, Hôtel de Bourgogne et Hôtel Guénégaud. C'est ces 2 troupes, après la mort de Molière, les acteurs de Molière s'étant répartis dans l'une et dans l'autre, Louis XIV a décidé, pour réunir tous ses talents, de les mettre en une seule troupe qui s'appellerait la Comédie Française. Et les 6 coups, c'est donc 3 coups pour l'un et 3 coups pour l'autre des théâtres réunis. Donc je vais essayer, éloignez-vous, je vais essayer de le faire. Et voilà. Acte 1. Il y a des régisseurs généraux dans la salle, je les ai repérés. Je l'ai fait à peu près bien, je suis content. On ne le fait plus, sauf lorsqu'il y a un départ d'un grand sociétaire ou lorsqu'il y a une annonce très particulière. Et ce brigadier sert surtout à remercier les grands directeurs ou directrices ou sociétaires qui partent de cette maison, qui l'ont très très bien servi. Et je dois dire, celui-ci est un vrai, c'est-à-dire qu'on a conservé dans les ateliers de construction de la Comédie Française des perches au cintre qui étaient encore en bois. On les a gardées et on les débite petit à petit pour faire des brigadiers qui viennent de cette essence historique. Il y a un moment, ce ne sera plus le cas, mais en tout cas, celui-ci est un vrai. Merci, je vous en prie. Et vous pouvez nous expliquer ce qui est arrivé à Lully quand même, parce que tout le monde n'est pas au courant. À Lully, alors c'était pas un brigadier, c'était un bâton. On dirigeait, je crois, les orchestres avec des bâtons. Il s'est tapé sur le pied. Il s'est fait mal, la blessure n'a pas guéri, c'est gangréné et il est mort en 1687 de cette maladie musicale. Donc toujours faire attention. Toujours faire attention. Quand on frappe son brigadier ou sa canne. On va démarrer on va dire la présentation de ces 2 institutions par leur acte fondateur. C'était pas 6 coups de brigadier, mais l'une et l'autre ont 2 histoires différentes, 2 histoires de l'Ancien Régime. William Marx, je voudrais que vous me racontiez comment s'est fondé justement ce collège royal sous l'impulsion de François Ier. L'idée, vraiment, de la part, je pense, de François Ier et puis de tout son entourage humaniste, à savoir sa sœur Marguerite de Navarre et puis son chapelain Guillaume Budet, c'était de créer une institution où l'on puisse enseigner ce qui ne s'enseignait pas ailleurs, c'est-à-dire à ce qu'on appelle aujourd'hui la Sorbonne, mais qui en fait qui était l'université de Paris, qui est une institution d'église. Et donc il s'agissait de créer un enseignement purement royal, où l'on puisse enseigner effectivement le latin, le grec, les mathématiques, et puis quantité d'autres... L'hébreu, bien sûr, j'ai oublié. Pourquoi j'ai dit le latin? Non, c'est pas le latin. Le latin s'enseignait... Excusez-moi.
ça c'était ma formation de professeur de lettres classiques qui remonte. Non, c'était le grec, l'hébreu bien sûr, et les mathématiques, et puis après l'astronomie, etc., d'autres sciences. Et donc pour, en quelque sorte, rompre le monopole d'enseignement qui était celui de l'Université de Paris. Et c'est ainsi qu'a été créé ce premier collège des lecteurs royaux autour des années 1530. On a accepté la date un petit peu canonique de 1530 et qui s'est ensuite développé au fil des siècles. Éric Ruff, c'est la réunion des deux troupes, vous le disiez tout à l'heure, la création de la Comédie Française, qui ne s'appelle pas la Comédie Française au départ, c'est pour le monopole du jeu en français, c'est ça ? Absolument. Ces deux troupes se disputaient, étaient en concurrence pour jouer en français à Paris. Et Louis XIV, donc 7 ans après la mort de Molière, on appelle ça la maison de Molière, mais presque à titre posthume, parce que Molière était mort depuis 7 ans, et en même temps, la constitution de la Société des comédiens français, qui date de 1681, a été faite vraiment sur les us et coutumes de la troupe de Molière. Louis XIV ne met pas sous contrôle la Comédie Française, il décide de la créer pour que les talents soient réunis. Et un an après se constitue donc la Société des comédiens français, qui existe toujours, qui est une société juridiquement dite de talent, voilà, qui sont l'ensemble des sociétaires de la Comédie Française. Je crois que nous sommes actuellement à 546, 47, 48, je ne sais plus très bien. La dernière sociétaire, jeune sociétaire, qui vient d'être nommée par ses camarades et élue par ses camarades, s'appelle Daniel Lebrun. Et moi, par exemple, je suis le 498e sociétaire de la Comédie Française, à titre posthume, Molière étant le premier. C'est une donc longue histoire. On dit la maison de Molière, il n'y a pas si longtemps, une jeune comédienne extérieure à la Comédie Française me parlait de cette maison en disant « ça me fascine parce que c'est la seule maison des acteurs ». On pourrait l'appeler comme ça aussi, effectivement. On se demande toujours pourquoi la longévité d'une maison, sur quoi elle est sise, cette longévité-là. Moi, je pense réellement que c'est parce que cette coopérative d'actrices et d'acteurs a décidé, depuis 1680, de prendre son destin en main, c'est-à-dire qu'elle est consultée stratégiquement sur beaucoup de choses. Les actrices et les acteurs sont censés lire des liasses comptables assez complexes, mais surtout, c'est eux qui abondent leur propre société en cooptant des pensionnaires et qui décident de l'augmentation des salaires, qui décident des mises à la retraite, qui décident des départs aussi. C'est-à-dire que ça n'est pas confié à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est la clé de la pérennité de cette maison. Ils décident du répertoire ? À l'époque, ils décidaient effectivement du répertoire. Oui, on peut voir ça. Julie Deliquet a fait, il y a quelques saisons, pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière, un très beau spectacle là-dessus, où on s'est souvenu qu'il y avait une sorte de petite république avant l'heure et d'une parité assez exceptionnelle dans les décisions, en tout cas. C'est-à-dire que du temps de Molière, les comédiennes et les comédiens étaient payés exactement la même chose et chacune et chacun avait droit exactement au même chapitre. Et c'est eux, effectivement, qui décidaient de la programmation. Voilà. Thomas Romer, c'est intéressant pour les chaires. Ici aussi, on décide. Il y a plusieurs choses qui vont présider au renouvellement d'une chaire. Il y a un départ à la retraite d'un professeur et il y a aussi ce qui impose l'évolution des savoirs et de la société. Alors tout à fait. Donc c'est peut-être un peu comparable parce que les chaires sont décidées non pas par un ministère, les chaires sont décidées par le collège des professeurs qui peuvent en effet décider qu'il est important de créer telle ou telle chaire. Ça veut dire que si quelqu'un part à la retraite, ce n'est pas nécessairement tout de suite une chaire comparable qui est choisie. On peut en effet se dire, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu la littérature russe et c'est important dans le contexte actuel. Donc on pourrait, si quelqu'un en effet, veut postuler. Disons, on ne postule pas. Alors, on ne postule pas. Alors, ça, c'est une autre chose. Comment est-ce qu'on fait pour faire savoir qu'on veut devenir professeur disons, en fait, je ne veux pas dire que certains ont l'idée que c'est obscur. Ce n'est pas du tout obscur. La première chose qu'on fait, c'est que les professeurs se mettent d'accord. Ce n'est pas toujours facile. Ça dépend des chaires, donc ce n'est pas toujours évident. Mais les professeurs se mettent d'accord, plus ou moins, parce qu'il y a eu aussi des chaires qui se sont créées en compétition avec deux versions un peu différentes. Depuis les derniers 10 ans, c'est plutôt, on essaye de se mettre d'accord avant. Et ensuite,
quand on se met d'accord sur une chaire, on a déjà une personne en tête. Mais, premier round, on va créer la chaire et normalement, le nom de la personne n'est pas prononcé. On va dire, parce que ce n'est pas d'actualité, donc je vais rester à mon exemple, chaire de littérature russe, parce qu'on n'en a pas, on ne va pas le faire tout de suite, bien que je pense que ce sera une bonne chose, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, et donc on va créer cette chaire, et une fois la chaire est créée, et donc acceptée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui doit l'approuver, nous allons ensuite attendre que la vacance de cette chaire soit publiée au journal officiel. Comme tout le monde lit le journal officiel, donc les candidats sont plutôt restreints. Donc, c'est-à-dire, on fait savoir à la personne à qui on pense que la chaire est ouverte et que la personne peut, en effet, candidater. Et une fois il y a un petit nom de code dans l'appellation de la chaire que la personne saura reconnaître. Alors, ce qui est intéressant, attention, alors pour le titre précis de la chaire, en fait, c'est la personne à laquelle on pense, à qui on demande comment voudrais-tu intituler la chaire. Mais j'ai oublié peut-être une chose, puisqu'il est question, je pense, dans nos deux maisons aussi de beaucoup de rituels. Il y a un rituel très important, et je pense que ça reste dans la tête de tous les professeurs du collège. Ils doivent faire des visites, ils doivent écrire une brochure qui s'appelle « Titres et travaux », dans laquelle ils doivent en effet montrer tout ce qu'ils ont déjà fait, pourquoi ils sont dignes du Collège de France. Et ensuite, ils doivent dire dans un deuxième temps qu'est-ce qu'ils voudraient faire une fois au Collège de France. Donc ils envoient en effet cette brochure à ces 45 potentiels futurs collègues, et demande un rendez-vous. Et donc vous devez vous présenter à tous les professeurs, et c'est suite à cela, en fait, que l'Assemblée des professeurs décide de créer ou non, parce que c'est la création de la chaire qui suit d'abord, et ensuite, seulement si la chaire est créée, comme je disais, la personne peut donc se porter candidate, et à ce moment-là, donc il y a deux tours, c'est pas comme la présidentielle, mais c'est quand même presque un peu ça, il y a deux tours, donc il y a un premier tour pour la chaire, et ensuite, il y a un deuxième tour, et on a eu, malheureusement, déjà des cas où la chaire était créée, et finalement, les gens ont changé d'avis. Donc, ce n'est pas évident, mais c'est très ritualisé, et c'est collégial quand même, parce qu'en effet, interviennent que les professeurs dans le choix d'abord de la chaire, et ensuite de la personne qui va occuper la chaire. On va revenir sur ces chaires, en particulier avec vous, William Marx, mais je voudrais savoir comment ça se passe à la Comédie Française. On pense d'abord à un rôle, et ensuite on désigne un comédien. On a simplifié ça, parce que si nous étions 70 à décider de l'engagement de quelqu'un, on y passerait des heures et des heures. Donc il est de la prérogative de l'administrateur. Pendant ce temps-là, on répète, ça doit être ça. C'est la prérogative de l'administratrice ou de l'administrateur général de faire rentrer une comédienne ou un comédien. Alors lorsqu'il s'agit de Dominique Blanc, c'est juste que tout d'un coup, elle accepte de rentrer après peut-être 3-4 propositions au long de sa carrière, donc c'est juste un honneur, on lui dit évidemment rentre, sinon c'est un besoin la plupart du temps, parce qu'il y a un rôle à tenir, il y a plusieurs rôles à tenir, et puis l'actrice qui devait le tenir était partie en tournée ou un congé pour du cinéma, c'est toujours un besoin, et c'est moi qui dois choisir. Et j'ai toujours remarqué d'ailleurs que quelle que soit la pertinence que je puisse avoir à ce moment-là, il y a toujours une sorte... pas de méfiance, mais de temps, de laps de temps, où tout d'un coup, l'ensemble de la troupe se dit pourquoi elle ou pourquoi lui. Voilà, avec un petit sourcil levé, parce que ça pourrait être quelqu'un d'autre, ou il y avait quelqu'un peut-être dans la troupe qui pourrait le jouer, etc. Et puis, au bout d'un moment, lorsque c'est un bon engagement, c'est comme si le noyau rentrait dans l'atome. Au bout d'un moment, ça dure 1 ou 2 saisons, et puis l'acteur ou l'actrice est totalement rentré à l'intérieur de la troupe, à tel point que la plupart des acteurs de cette troupe, les uns et les autres, on ne sait même plus sous qui on est rentré. On dit ça, rentrer sous l'administration d'un tel et un tel. Donc il y a une séparation entre les deux. Je dis à chaque fois à un jeune acteur qui rentre, je lui dis, je ne suis pas ton ange gardien, je ne suis pas un père protecteur, j'aurais été un cliquet à un moment de ta carrière. Ensuite, tu dois accepter ce principe absolument fondateur de la troupe de la Comédie Française, que tu vas être jaugé, estimé, jugé par tes pairs. P-A-I-R-S, évidemment. C'est les gens qui vont partager le plateau avec toi pendant des heures, qui vont avoir des centaines de représentations avec toi, qui peut-être un jour te diront « il est temps que tu t'en ailles ».
Il faut que tu acceptes ce principe-là qui paraît toujours violent aux uns et aux autres en disant comment est-ce que vous osez décider entre vous du destin. J'ai jamais rencontré une chose plus démocratique justement que celle-ci, parce que sinon qui en décide? Est-ce que c'est le ou la ministre de la Culture? J'en ai connu 8 en 11 ans, donc ça, voilà. Est-ce que ce serait le masque et la plume? Non. Je me suis déjà arrêté de colère sur une aire d'autoroute en disant je vais avoir un accident, tellement ce que j'entendais, voilà. Est-ce que c'est le public? Voilà, qui peut en décider, si ce n'est nos pères? Alors, c'est un système qui défend énormément parce qu'on a le droit d'avoir des absences, comme des absences de talent. De temps en temps, on rencontre dans nos carrières un manque d'imaginaire, où on rencontre des choses dans nos vies qui nous retirent un petit peu du jus, et les camarades attendent, connaissent ces choses un peu sinuosidales comme ça, ils se disent qu'il n'y a pas de problème avec ça, on est là pour, mais sauf qu'au moment où le comité, je vais très vite, mais le comité, il est élu par l'Assemblée des sociétaires, chaque année ça change. Seuls ceux qui ont déjà siégé la saison en cours peuvent se désister, mais sinon, en tant que sociétaire, on n'a pas le droit de se désister de cette responsabilité-là. Et l'administrateur ou l'administratrice nomme 3. Donc on est 10 en tout, avec deux suppléants, pour estimer la carrière d'un acteur. La grande difficulté, c'est lorsque on est remercié, ce qui est le mot un petit peu poli, de cette société, en tant que pensionnaire ou en tant que sociétaire, c'est toujours extrêmement difficile parce que, comme ce sont des gens qui connaissent très très bien votre métier, parce qu'ils font le même, et qu'ils ont passé des heures avec vous dans les coulisses, sur le plateau, en tournée, etc., qu'ils vous connaissent très bien, il y a une part de vérité dont on ne sait pas quoi faire. De temps en temps, c'est plus facile de se faire virer par, je ne sais pas, quelqu'un qui est un grand PDG en Asie, qui n'est jamais venu dans votre usine, etc. On se dit, OK, voilà, on peut hurler contre la mondialisation. Quand c'est vos pairs, c'est plus compliqué, cette chose-là. Il y a une audace aussi dans les choix qui va rassembler ces deux institutions. Quand vous, Éric, vous allez chercher quelqu'un du théâtre privé, on a pu parfois opposer ces deux théâtres, public et privé, avec voilà, des grosses caricatures à la française, comme on sait bien faire. Vous êtes allé chercher des cinéastes, je pense à Arnaud Desplechin, entre autres. Vous êtes allé chercher aussi des grands metteurs en scène internationaux, comme Ostermeyer, Ivo Van Hove, qu'on ne voyait pas à la Comédie-Française. Il y a toujours cette audace dans la recherche des nouveaux venus dans le répertoire, et on la retrouve aussi au Collège de France, parce que la chaire, elle va être unique et faite aussi un peu à la mesure de la personne qui va l'incarner. Et on en parlait avec William Marx. J'aimerais que vous me racontiez un peu ces gens qui sont arrivés dans l'univers du Collège de France et qui étaient des audaces, comme par exemple Paul Valéry. C'était oui, un écrivain à qui on confie de transmettre le savoir poétique. Alors, deux ou trois choses. D'abord, c'est l'une des différences quand même qui existent entre le Collège de France et la Comédie Française, c'est qu'au Collège de France, jusqu'à présent, à moins que l'administrateur ne veuille introduire cette loi, personne n'est remercié pas encore, mais ça arrivera peut-être. Mais j'apprends effectivement ce caractère extrêmement cruel et cette pression qu'il y a dans le système de la Comédie Française. Une différence qu'on a aussi, c'est le fait que les professeurs au Collège de France arrivent en principe en milieu de carrière ou en fin de carrière. C'est quelque chose où on termine sa carrière normalement au Collège de France, une fois qu'on y est rentré. Alors l'âge de recrutement, ça peut aller pour les scientifiques à partir de la quarantaine, pour les littéraires, il y a des exceptions, ça peut aller à partir de la cinquantaine ou petite soixantaine, disons, environ, et puis l'âge limite, c'est 73 ans. Donc une fois qu'on est rentré, en général, on y reste jusqu'à la fin et personne n'est poussé à la porte de c'est bon à savoir. De sortie. Alors que à la Comédie Française, parce que vous avez des emplois, parce que vous devez représenter l'humanité sur la scène, vous avez besoin de recruter des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, et vous pouvez recruter à tout âge. On peut terminer sa carrière à la Comédie Française. Il y a des rôles avant 40 ans, fort heureusement. Ou la commencer, comme vous, Éric, la commencer très jeune, voilà, et donc à 23 ans. Donc, c'est une certaine différence. Alors, là, vous disiez... les personnalités qui ont été au collège sont des personnalités un peu, parfois, disruptives.
Et ça fait partie, je crois, de la vocation du collège. C'est là aussi, j'insiste, excusez-moi, c'est pas pour séparer les deux institutions que nous avons plaisir ici à rassembler sur le même plateau, mais les différences aussi sont instructives. Et je suis comparatiste, donc un peu spécialiste de la comparaison. Je le disais tout à l'heure, la Comédie Française avait comme vocation plutôt de créer un monopole du théâtre à Paris, donc à la fin du XVIIe siècle. Et ce monopole, ce privilège, c'est ce qu'on disait, ce privilège s'est exercé, je pense, pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y avait à Paris, si on voulait faire on ne pouvait y avoir de théâtre que à la Comédie Française. Il existait un autre théâtre qui était le théâtre lyrique, c'était le théâtre chanté, et en dehors de ça, il n'existait pas d'autres possibilités de faire du théâtre. La seule possibilité qui existait, c'était du théâtre de rue, des saltimbanques ou du mime. Et par exemple, c'est ainsi que s'est développé au XVIIIe siècle l'art du vaudeville. Le vaudeville, qu'est-ce que c'est? Avant que ce soit les pièces de Feydeau ou de Labiche, c'est du théâtre chanté ou mimé par les acteurs et chanté par le public. C'est-à-dire que sur la scène, on avait les acteurs qui mimaient les scènes et c'était le public qui chantait sur des refrains bien connus les paroles qui étaient liées à ce qui se passait sur la scène. Ce qui fait que c'était une manière de contourner le privilège qui était accordé, en l'occurrence ici à l'Opéra Royal, puisqu'on pouvait faire un théâtre musical sans que les acteurs ne chantassent. Donc il fallait trouver des moyens de contourner ces privilèges. Le Collège de France, à l'époque Collège des lecteurs royaux, puis Collège royal, lui, avait comme vocation, au contraire, de rompre un privilège, qui était un privilège d'enseignement, qui était celui de l'Université de Paris. Et c'est vrai que dans la tradition du Collège de France, en tout cas c'est ce que nous racontons à nous-mêmes et ce que racontent aussi les historiens, c'est qu'effectivement il y a eu au fil de l'histoire du collège toute une tradition de professeurs qui ont été disruptifs, d'abord par les disciplines qu'ils enseignaient, l'hébreu, le grec, les mathématiques et autres, l'arabe, qui a été la première chaire d'arabe en France, c'était une chaire au Collège de France. Et puis, il y a eu des personnalités elles-mêmes disruptives, alors peut-être j'emploie ce terme un peu trop, qui est un néologisme, mais qui étaient en rupture avec l'idéologie de leur temps. Les cours ici ont été très souvent des cours très politiques. Je pense aux cours de Michelet, aux cours de Quinet au XIXe siècle, qui étaient marqués par le romantisme. Renan, illustre prédécesseur de l'administrateur Thomas à la chaire d'études bibliques, a été aussi un intellectuel totalement en rupture vis-à-vis de l'enseignement religieux de son temps. Il a même été démis de ses fonctions par le gouvernement, il me semble, Thomas. Il est revenu ensuite. Il est revenu ensuite, il a même été administrateur avant notre cher administrateur. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au XXe siècle, le Collège de France, et je ne parle même pas ici de toutes les personnalités importantes qui ont marqué la vie intellectuelle en France et dans le monde, au collège, Lévi-Strauss, Barthes, Bourdieu, Foucault, bien sûr. Françoise Héritier, bien. Eh bien, au XXe siècle, le Collège de France a inventé quelque chose qui est un peu en lien avec ce qui se passe à la Comédie Française et qui est maintenant extrêmement développé et qu'on appelle la recherche-création, qui se développe beaucoup dans les écoles d'art de toutes sortes, qui consiste à dire qu'un artiste peut avoir un discours scientifique sur son art, à partir de son expérience d'artiste. Eh bien, tout ce qu'on a maintenant dans ces écoles d'art et qui se développe beaucoup aussi dans les universités, les écoles de cinéma, etc., en fait, bizarrement, ou même pas bizarrement, mais très logiquement, ça a été inventé par le Collège de France. Et ça a été inventé par le Collège de France en 1937, lorsque le Collège de France a accordé à un poète, à un pur poète, quelqu'un qui n'était pas professeur, qui n'avait aucun titre d'universitaire, Paul Valéry, une chaire de poétique. Et Paul Valéry a occupé cette chaire de 1937 à 1945, où il a enseigné, en quelque sorte, en tout cas il était censé enseigner, la poésie à partir de son expérience de poète même. Eh bien, cela qui était totalement révolutionnaire dans les années 30. Il faut imaginer, à l'université, on ne demandait pas à un écrivain, un artiste, un sculpteur, un comédien, d'enseigner son art comme cela, sauf dans les écoles d'art, c'était différent. Mais à l'université ou au Collège de France, qui était une université... Il produit du sensible, pas du savoir. Exactement. C'est cloisonné. Et ça, l'idée qu'un artiste puisse produire du savoir, ça, c'était quelque chose dont
d'une certaine manière, les professeurs du Collège de France dans les années 30 ont eu l'intuition. Et ça s'est développé beaucoup plus tard ensuite au collège, puisque les premières... on a eu de très très grandes chaires de création artistique occupées par de grands artistes. Pierre Boulez à partir de 78, Yves Bonnefoy à partir de 81. On a eu en théâtre Jerzy Grotowski, qui a occupé, malheureusement il est mort un peu trop tôt, de 97 à 99. Et puis nous avons une chaire de création artistique où nous accueillons régulièrement, chaque année, des artistes, par exemple... Dernièrement, Benoît Peters. Qui a fait une très belle leçon inaugurale sur l'art neuf, qui est la BD, qui est le 9e art, et qui est aussi un art neuf. Et lui-même praticien de la bande dessinée. Ce qui veut dire qu'au Collège de France, nous avons aussi cette relation avec l'art, puisque nous pensons qu'un artiste, et c'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir Éric Ruff ici, un artiste peut tenir un discours de savoir, en fait, à partir de son expérience artistique. Et hop, c'est au rôle de l'artiste de produire son discours de savoir, professeur. Il faut juste rappeler ce que disait Thomas. William, ce qui est très important. Si vous voulez devenir professeur au Collège de France, donc vous avez vu que c'est compliqué, mais il n'y a pas besoin de titre universitaire. Donc on peut nommer quelqu'un dont on pense que c'est très important où lui vient au collège, son thèse, son diplôme. Donc sans son bac, c'est possible. Même sans le bac, ouais. Même sans le brevet des collèges. Même sans savoir lire. Il n'est pas demandé de savoir lire pour être... Il y a des vocations, là. Il faut savoir signer pour son contrat. Bon, très bien. En quoi ça peut aussi être un espace de recherche, Éric Ruff, ce que vous faites à la Comédie Française? Moi, j'aime beaucoup cette phrase qu'on retrouve dans une des présentations de saison à propos de Molière. S'il est une maison de théâtre où on ne sait pas comment on doit jouer Molière, c'est bien la sienne. Ça veut dire qu'il n'y a aucune codification, rien d'arrêté, et qu'aussi c'est un savoir en mouvement, celui de la recherche théâtrale à la Comédie Française. Alors, je ne sais pas comment faire un parallèle, mais la fréquentation avec Molière est constante. C'est la maison de Molière, nous devons jouer, alors c'est pas du tout dans un cahier des charges, on joue Molière beaucoup, 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 parce qu'on attend ça de nous, évidemment, et je ne connais aucun acteur ou aucune actrice qui serait capable de dire « je sais comment ça se joue ». Non seulement parce que Molière c'est difficile, sa prose est extrêmement difficile, son vers est très difficile, Molière est tellement polysémique qu'il ne suffit pas d'être un acteur sérieux ou d'être un acteur comique, les deux s'entremêlent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et effectivement, à force de le travailler, on en perd son latin molièresque et on se dit, et c'est beau de ne pas savoir. Je pense que la pérennité de ces deux maisons est aussi sise sur le fait qu'elles se sont transformées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a toujours l'impression, les gens qui regardent de temps en temps la Comédie Française se disent « oulala, c'est une maison avec des murs très épais, dans une architecture qui se confond avec le Conseil d'État, le ministère de la Culture, le Conseil constitutionnel, etc. » Il y a un peu toujours ce fantasme-là qu'à l'intérieur, il n'y aurait que des sociétaires en toge qui se poussent dans les escaliers tranquillement. C'est évidemment pas le cas du tout. Vous rentrez à 8h du matin à la Comédie Française, vous en sortez à minuit, vous ne savez pas où vous placer tellement ça chariote tout le temps. Donc cette mission, d'une certaine manière, qui n'était pas inscrite au départ, mais qui est devenue muséale parce que oui, un théâtre qui existe depuis aussi longtemps, ça a un intérêt de chronique, tout simplement, historique. Et en même temps, cette chronique n'est faite que de théâtre vivant, tout le temps, tout le temps. À chaque fois que je fais visiter la Comédie Française, pour qui veut comprendre ce paradoxe, je l'amène dans le foyer des artistes. Il y a le Molière de Mignard, il y a tous les tableaux que vous avez dans les petits classiques Larousse qui sont là. On y rentre, il y a des fauteuils un peu éculés, mais quand même très très jolis, donc ça fait un peu musée. Et en même temps, moi j'ai été comédien très longtemps dans cette maison, c'est là qu'on répète des combats d'épée, c'est là qu'on ouvre des cocards un petit peu trop secoués, c'est là qu'on plaisante, qu'on se pousse, qu'on se fait masser, si on a une épaule qui est démise, etc. On fait que des choses où on serait ceinturé dans une salle de musée. C'est exactement ce paradoxe-là qui crée la Comédie Française. Et je pense que c'est le fait de tout le temps reprendre. Et surtout, on a cet avantage-là, je ne sais pas si vous avez un parallèle, mais moi, par exemple, très jeune, j'ai joué Gennaro dans Lucrèce Borgia. Donc, c'était Jean d'Outremet qui me disait « Quel âge avez-vous, capitaine ?» Je mentais déjà un petit peu, je répondais « 20 ans ». Voilà. Et puis maintenant, je joue Don Alphonse d'Este, et c'est moi qui dis à Gaël Camilindi « Quel âge avez-vous, capitaine ?» Et il me répond « 20 ans ». Et je sais qu'il ment encore plus que moi à l'époque. Mais cette chose-là, ce savoir-là, il y a quelque chose, j'appelle ça, moi, la science des sous-mariniers et des sous-marinières, c'est-à-dire qu'on a
En gros, il y a 2 Molières à la Comédie Française. Il y a celui qui appartient à la bibliothèque musée. Celui-ci, il est colloqué, j'allais dire, il est abondé par tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui est scientifiquement établi. Et puis il y a le Molière qui est beaucoup plus informe, mais je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas moins vrai, qui est celui que depuis donc 500 et quelques sociétaires, on se passe les uns les autres, qui n'est pas un savoir universitaire ou scientifique, qui est juste un savoir de matière. Un jour, j'ai joué Don Carlos dans Don Juan, qui est la scène, il y a une scène très difficile, qui est juste après 2 et 2 font 4, 4 et 4 font 8, et le moine bourru, donc tout ça, la grande scène que tout le monde attend. Et derrière, il y a ce jeune homme qui est perdu entre l'obligation de sa caste, parce qu'il doit venger sa sœur, donc il doit tuer en duel celui qui l'a offensé, et en même temps, le roi vient de dire qu'il n'y a plus de duel, donc il est ou en exil ou tué. Ça devait passionner les gens à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins clair, voilà. Et je me suis beaucoup reproché en tant que jeune comédien de ne pas y arriver, parce que je sentais que les gens s'écroulaient un petit peu, voilà, la salle était d'un silence un peu respectueux. Et puis un jour, Patrice Chéreau, avec qui je travaillais, qui avait joué un jour ce rôle-là, m'a dit « tu n'y arriveras jamais ». Et je lui ai dit « comment j'y arriverai jamais ?» Il me dit « c'est impossible, c'est un fading. C'est un fading, quelle que soit ta qualité, de toute façon, dans cette différence, les gens, tu vas subir cette chose-là. » Et en fait, le sachant, je l'ai beaucoup mieux joué. Parce que je m'en voulais beaucoup moins. Voilà, je dis donc c'est pas moi, donc j'ai trouvé de la légèreté. Voilà, ça on se passe, c'est l'autre Molière qui se développe entre nous et qui fait tout le miel de cette maison entre justement ces 2 figures, la figure scientifique et la figure éprouvée. Et on éprouve tellement qu'au bout d'un moment, dire comment ça se joue, c'est impossible. Vous n'avez pas une actrice ou un acteur de la Comédie Française qui dit à une metteuse ou un metteur en scène « non mais c'est bon, je sais le faire ». Voilà, jamais. Jamais, parce que on est très gourmand quand on est acteur de nouvelles méthodologies, de nouvelles pensées. On travaille tellement dans cette maison que d'avoir des autorités qui sont fertiles, qui sont gourmandes, on adore ça. Et au bout d'un moment, sur l'alexandrin, entre celui qui vous dit va au point, sinon on ne comprend rien, et celui qui vous dit c'est un oratorio, arrête-toi à chaque alexandrin, au bout d'un moment, vous avez juste la chance de travailler avec les deux et de cumuler quelque chose, et au bout d'un moment, vous devenez bêtement spécialiste, simplement parce que vous avez eu la chance, à la Comédie Française, de travailler ce répertoire-là. Voilà. Thomas Robert, est-ce qu'il y a un collège de France fantasmé comme ça, et un collège de France en matière qu'on se transmet ? Alors, il y a certainement un collège de France fantasmé, mais disons ce que dit Eric Ruff, chaque professeur, en fait, compte... Alors, ce que je fais souvent, alors je ne sais pas si je dois le dire à mes collègues, quand je prends mon sandwich à midi, parce que tout est enregistré au Collège de France depuis 2000, ça a commencé, grâce à Pierre Covol, que je salue. Donc, on fait tous les cours des professeurs sur le site. Et disons, ce que je fais souvent, je regarde un peu les cours de mes collègues. Pas pour censurer ou quoi. Non, c'est juste... Et en effet, c'est quand même des styles très, très différents. Chacun, voilà, il y a des gens qui sont assis, il y a ceux qui sont debout, il y a ceux qui sautent, il y a ceux qui sont très, qui sont très statiques. Et chacun a sa manière, en fait, je ne vais pas dire d'incarner son rôle, mais quand même de transmettre le savoir. Et je pense que ça, c'est quand même un peu propre, disons, il y a le savoir, c'est un peu comme, voilà, il y a Molière, et après, la question, comment on transmet le savoir. Et là, je pense, là aussi, il n'y a pas de règle. Et puis, c'est un peu, c'est à chacun qui va trouver sa manière de le faire. Et c'est très, très diversifié. Donc, je vous invite à regarder un peu les cours des professeurs du Collège de France. Vous verrez, il y a une très grande diversité de la manière dont on, en effet, vit ce rôle de professeur, de transmetteur de savoir. Il y a un jeu d'acteur, William Marx, vous pensez, chez le professeur de Collège de France ? Je pense que chaque professeur a sa manière, comme le dit Thomas, a sa manière d'enseigner. Et bon, moi-même, j'étais professeur dans une carrière précédente, professeur d'université, et donc j'ai toujours aimé ça. Et le côté cabotin, si je puis dire, ou histrion du professeur me plaît beaucoup, et j'imagine que ça plaît aux auditeurs, aux auditrices qui me font l'amabilité de suivre mes cours. Mais il y a autant de manières de faire, effectivement, que de professeurs. Et je pense que chacun, effectivement, habite sa fonction de sa manière. Et pour ma part, je crois qu'il y a des professeurs où il y a
a des amphis qui sont pleins, d'autres parce que ce sont des disciplines qui sont beaucoup plus difficiles à suivre si on n'est pas spécialiste, où il y a seulement un petit nombre de chercheurs. Mais de tout temps, il y a eu comme cela des manières de faire différentes. Il se trouve qu'il y a quelques jours, un ami me transmettait un texte de Diderot, extrait des Bijoux indiscrets, qui parle du Collège de France, qui ne s'appelait pas encore Collège de France, qui s'appelait Collège Royal. C'est un tout petit passage que je trouve assez extraordinaire. Je voulais vous le lire. Ce Bijoux indiscret, bon, c'est ce roman libertin, érotique, dont je ne dirai pas l'argument, parce que ça pourrait choquer les oreilles trop chastes de cette assemblée. Mais on est au chapitre 29. Et là, l'héroïne, Mirzoza, qui est la favorite du sultan, décide de donner un cours de philosophie devant le sultan. Donc elle se déguise en professeur de philosophie. Écoutez ce qu'elle dit. La favorite était presque sûre de la visite du sultan. Elle prit 2 jupons noirs, en mit un à l'ordinaire et l'autre sur ses épaules, passa ses 2 bras par les fentes, se coiffa de la perruque du sénéchal de Mangogul et du bonnet carré de son chapelain, et se crut habillée en philosophe lorsqu'elle se fut déguisée en chauve-souris. Et écoutez bien maintenant cette phrase-ci, qui est vraiment intéressante, c'est un témoignage intéressant sur le collège royal du XVIIIe siècle. Sous cet équipage, elle se promenait en long et en large dans ses appartements, comme un professeur du collège royal qui attend des auditeurs. Incroyable! Donc elle a ce bonnet carré et les professeurs du Collège Royal, en tout cas certains au XVIIIe siècle, n'avaient pas d'auditeurs et ils attendaient désespérément que l'heure se passât et que l'auditeur vienne. Alors je vous rassure tout de suite, je pense que ça n'arrive pas. Il n'y a aucun professeur, tous les professeurs ici ont leurs auditeurs et auditrices fidèles, sans problème. Et puis il y a ceux qui sont ici et il y a ceux qui sont en ligne. Et au départ, on ne l'a pas dit, mais ça se faisait par la fenêtre. Le Collège Royal. Les 2 institutions, en fait, n'ont pas de mur au départ. Elles sont d'abord des idées, elles sont des chairs au sens où ce sont des cordes d'hommes et de femmes qui ont envie de faire tenir ces institutions, mais elles n'ont pas de mur. Alors, il n'y a pas de mur, il y a l'idée, et il n'y a pas encore, il faut attendre des dizaines d'années jusqu'à ce qu'on imagine un lieu. Alors, il y a beaucoup d'idées. Alors, je ne sais pas, là, il faudrait vraiment voir les historiens, mais parce que même les historiens ne sont pas d'accord, d'après ce que j'ai lu. Alors, il y a cette idée que c'est un enseignement dans la rue, oui. Mais j'ai lu aussi quand même que certains, malgré toutes les tensions qui existaient avec l'Université de Paris, il y avait quand même apparemment des professeurs qui enseignaient aussi à l'université. Donc, c'était un peu des professeurs errants, ça c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas de... C'est pas François Errant. Non, errant, et R2N. Bonne blague du Collège de France, ça. Et en fait, c'est vrai qu'il devait faire la pub, parce qu'un des premiers, c'est pour cela il avait un problème avec le doyen de la faculté de théologie de l'université, parce qu'il avait, c'est Paul Paradis, un Italien, qui, en effet, avait annoncé qu'il allait faire un cours sur les proverbes. Il s'était placardé. Et puis, la théologie, la faculté de théologie était furax, parce qu'ils disent, mais ce n'est pas un théologien, comment peut-il parler de la Bible ? Mais disons, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette affiche, c'était aussi une manière d'attirer du public. Ce n'était pas encore les cours du Collège Royal. C'était chaque lecteur devait se débrouiller et aussi négocier son salaire. Ils n'avaient pas tous le même salaire, donc il fallait négocier directement avec le chancelier ou avec le roi. Donc c'était d'abord des personnes et c'est après devenu une institution avec un lieu. Donc, et c'est la même chose pour la Comédie Française qui va déménager énormément avant d'être effectivement là où on la connaît, au Palais Royal, Richelieu. Oui, même si sa création s'est faite dans des murs déjà. Donc elle a déménagé effectivement, elle s'est scindée, elle est revenue. Nous sommes à la salle Richelieu depuis 1790. Voilà, ça s'appelait les Variétés amusantes pendant 9 ans. Et la Comédie Française est arrivée en 1799 et a mis un petit coup de sérieux sur ce titre-là. Et nous sommes là-bas depuis. Je voulais revenir sur une chose, on en a parlé, peut-être qu'il y a une comparaison là-dessus, mais quand je parlais du côté démocratique d'une petite république d'avant l'heure sur l'égalité des salaires, il y a une chose qui perdure et qui, pour moi, fait toute la différence
d'une maison qui paraît exemplaire ou qui paraît une utopie gourmande aux uns et aux autres. À la Comédie Française, il y a des salaires qui sont différents, évidemment, entre les pensionnaires et les sociétaires. Et dans les pensionnaires, il y a plusieurs échelons, et dans les sociétaires, il y a plusieurs échelons aussi. Il n'en reste que on est payé tous pareil si on joue ou si on ne joue pas. Et que, par exemple, j'ai joué un Cyrano de Bergerac où je jouais Christian. Alors c'est un mauvais exemple parce que Christian n'est beau qu'à la hauteur où il se tait, donc je n'avais pas beaucoup de texte. Mais Roxane et Michel Villermoz, qui jouait le rôle de Cyrano, c'est un des rôles les plus difficiles du répertoire. C'est tellement physique, il y a des centaines de vers à dire. Et Michel était moins payé que celle ou celui qui faisait un bourgeois, un cadet, etc. Il y a ce qu'on appelle un feu à la Comédie Française. Ça, c'est une rémunération lorsque vous jouez. C'est pas un feu de rampe, c'est à l'époque, c'était des bûches. Vous étiez payé en bois parce que vous pouviez vous chauffer dans votre loge parce qu'il fallait vous réchauffer pour aller jouer. Donc, c'est resté un feu. Et on a un feu quand on joue. Par contre, si on joue plusieurs personnages, on a un feu majoré. On a un feu ennemi. Donc, à la Comédie Française, celui qui joue Cyrano de Bergerac est moins payé que les autres. Ce qui peut paraître totalement absurde et ce qui est totalement hors marché. Mais c'est très important. C'est très important parce que je pense que le jour où le marché viendrait imposer ces lois, qui se sont imposées partout, l'idée même de la Comédie Française et de la troupe n'existerait plus. Pour toutes ces raisons-là, vous voyez sur les affiches, c'est toujours à l'ancienneté. Celui qui est le premier sur l'affiche, c'est celui qui est doyen de la distribution, doyen pas en âge, doyen en existence dans la troupe. Il n'y a jamais de caractère gras sur une affiche, même si vous avez un Denis Podalides ou un Laurent Stocker ou Pierre Ninet à l'époque, on ne le mettra jamais au-dessus de l'affiche, absolument jamais. Et puis, pour ceux qui viennent à la Comédie Française, on salue en ligne, toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut, ce qu'on appelle à l'allemande, où vous faites rentrer le petit rôle, puis le rôle un peu plus important, jusqu'à la soprane qui est ovationnée, etc. Ce qui est toujours de temps en temps assez violent, parce que ceux qui arrivent et qui sont moins aimés, ça redescend. Là, en fait, quand on n'a rien joué, on a le droit aux mêmes ovations, il suffit de tenir la main avec au premier rôle, et on peut se dire c'est pour moi. Voilà, ça c'est démocratique, ça fait... mais c'est très important. Et les seuls moments où on salue tout seul, c'est très très rare. C'est lorsqu'un sociétaire ou un pensionnaire part de la Comédie Française et que justement ses camarades lui font ce signe-là, va saluer tout seul. Et c'est le seul moment où on le fait. Je pense que cette règle-là, qui est héritée de très loin et qui n'a jamais changé, du fait aussi qu'un pensionnaire, alors ça a pu ne pas être le cas il y a quelques décennies, mais c'est redevenu ce cas-là. Un pensionnaire peut tout à fait jouer le premier rôle. Ça ne pose absolument aucun problème. Ça dépend de sa qualité, de son emploi, qui est un vieux mot, mais qui est un mot que j'aime utiliser encore, que c'est celle ou celui qui va jouer le mieux. Voilà, il n'y a aucune hiérarchie, si ce n'est celle qu'appelle le poète dans sa représentation. Il y a quelque chose d'un peu hors marché aussi au Collège de France, c'est l'originalité des travaux. Comment se mesure, c'est l'un des critères de sélection, l'originalité des travaux, c'est pas le volume de production, c'est pas la reconnaissance internationale dans la discipline en question, c'est l'originalité. Alors l'originalité, évidemment, elle est difficile à mesurer, mais je reviens un peu à cette idée que c'est une décision un peu collective des professeurs, donc c'est pas forcément celui qui a quantitativement plus de travaux, on peut en effet plutôt réfléchir à qu'est-ce qu'il peut apporter à la discipline ou est-ce qu'il peut renouveler la discipline. Donc l'idée, c'est évidemment qu'on n'en a pas encore parlé de cela. Donc vous avez des pièces que vous reprenez. Un professeur, normalement, ne reprend jamais le même cours. Donc en fait, c'est chaque fois en fait, un nouveau cours à donner. Et donc l'idée de l'originalité, c'est aussi de se dire, est-ce que ce sera quelqu'un qui sera capable, en effet, de se renouveler? Parce que, comme disait William, si vous êtes pris à 50 ans, vous avez quand même 23 ans avant vous. Donc, c'est-à-dire 23 cours à donner, 23 projets de recherche, parce que l'idée, c'est évidemment que les cours sont liés à vos projets de recherche. Et donc, l'originalité, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on est
un bon professeur d'université, ce n'est pas forcément un bon professeur au Collège de France. Donc, sans vouloir maintenant faire des hiérarchies, mais c'est assez différent quand même. Voilà, donc, mais évidemment, et pour chaque chaire, les critères ne sont pas toujours les mêmes non plus. Il y a eu aussi des cas où tout d'un coup, avec toutes les enquêtes qu'on peut faire, où on se dit, mais là, c'est une personne, il faudrait cette personne au Collège de France. Et après, on peut réfléchir autour de cette personne, comment on peut créer une chaire, et puis voilà, on va s'assurer quand même que voilà, la personne est intéressée, etc. Mais donc, il n'y a pas une procédure standard. Donc, ça, c'est quand même aussi un peu la liberté, en fait, du recrutement qui est important et qui est assez particulière aussi. Et William Marx, ce sont des choses aussi qui vont être à la marge parfois de la recherche. Ce sont des territoires qu'on n'exploite pas forcément. Il y a une chaire, je crois, sur les océans qui a été montée 20 ans avant qu'on commence à parler vraiment d'acidification, etc. dans les débats. Il y a toujours des gens finalement qui vont intégrer le Collège de France et qui sont dans une proposition qui n'est pas le canon de la recherche, on va dire. L'idée, c'est toujours effectivement d'aller chercher les gens qui sont un peu en marge de leur discipline ou qui ont été marginalisés par leur discipline, marginalisés par l'institution. Un cas typique, par exemple, c'est celui de Georges Dumézil. Georges Dumézil qui a étudié, ou en quelque sorte inventé même cette idée d'institution indo-européenne qu'il essayait de retrouver à travers les mythologies traversant le continent depuis l'Europe jusqu'à l'Asie, et qui était, au bout du compte, très mal accueilli dans l'université. Son élection, du reste, au collège, s'est très mal passée. Mais il a quand même été élu, et c'était la seule institution qui pouvait lui donner la tribune où il pouvait développer ses idées. Du reste, même au collège, ça a été un peu compliqué, parce que la première année, à cette époque-là, c'est une chose qu'on peut dire, c'est que le fonctionnement est très collégial aussi au collège. Nous votons chaque année sur les intitulés de cours de nos collègues. Au bout du compte, chaque année, au mois de juin, les collègues présentent à leurs autres collègues leur titre de cours. Maintenant, c'est comment lire cette année? Maintenant, comment lire. Maintenant, ce n'est plus qu'un titre, et puis il y a une liste et qu'on lit. Moi, j'aime bien qu'on lise, je te dis ça, Thomas, j'aime bien qu'on lit à haute voix pendant la dernière assemblée, c'est au mois de juin, et puis on approuve, en général, on approuve d'emblée. Moi, je n'ai jamais vu un cours refusé. Mais avant... Théoriquement, ça pourrait. Mais théoriquement, ça pourrait, et ça a eu lieu. Parce qu'avant, du reste, les intitulés n'étaient pas seulement un simple titre, mais c'était plusieurs paragraphes qui expliquaient le cours. Et effectivement, lorsque Georges Dumézil a été élu, la première année, il a proposé un cours donc, sur les institutions indo-européennes, et le cours a été refusé. C'est-à-dire que pendant la première année, Georges Dumézil, je ne sais pas trop s'il a dû refaire un autre type de cours, en tout cas, il a été privé de cours. Donc il était professeur au Collège de France, mais il n'avait pas de cours. Exactement. C'était quand même une humiliation épouvantable. Mais en tout cas, le principe, quand même, ici, aussi, et c'est ce que ça me faisait penser, c'est ce que disait Eric Ruff qui m'y fait penser, c'est que quand même c'est extrêmement collégial. Nous avons beau être divisés entre deux parties, nous appelons les scientifiques d'un côté, littéraires de l'autre, les sciences de la nature exacte de l'autre, les SHS, sciences humaines et sociales de l'autre. Au bout du compte, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Et quand je dis condamnés, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif. En vérité, pour moi en tout cas, pour la plupart d'entre nous, c'est un énorme plaisir. Mais nous sommes très peu nombreux, nous sommes obligés de travailler ensemble. Toutes les décisions, nous les prenons collectivement. Et un professeur qui est élu, après les choix qui ont été faits, la sélection, il est obligé, comme le disait Thomas Römer ici, de rendre visite à chacun. C'est-à-dire que lorsqu'il est élu, nous avons tous eu, avec le nouveau professeur ou la nouvelle professeure, nous avons tous eu un entretien d'au moins 1 heure avec le professeur. Et donc, nous le connaissons déjà bien, et il nous connaît. Et donc, d'emblée, nous nous tutoyons et nous sommes sur un pied total d'égalité. Et lorsqu'il y a une leçon inaugurale, en principe, tous les professeurs, ils ne le font pas tous, mais tous les professeurs sont supposés assister à la leçon inaugurale de leurs collègues. Et accompagner le nouveau professeur. Et accompagner, c'est une tradition. En fait, alors Thomas pourrait le mieux l'expliquer que moi, mais peut-être tu veux le faire. Donc, en tout cas, il y a une salle des conférenciers à côté. Le nouveau professeur, avant sa leçon inaugurale, il attend. Et les autres professeurs descendent un peu avant la leçon inaugurale et viennent saluer le nouvel impétrant.
et discuter avec lui. Et ensuite, comme ceux qui ont l'habitude ici de ces leçons savent que les professeurs en cortège un peu solennel descendent de cette salle du conférencier et prennent leur rang ici, dans la salle. Professeur Ruff, condamné à vivre ensemble, c'est l'autre traduction de Simul et Singulis, la devise de la Comédie Française. Oui, mais c'est une condamnation magnifiquement fertile. Je vois Baptiste Chapoty d'un côté et Sefa Yeboah de l'autre, qui sont deux pensionnaires de la Comédie Française, qui sont en train de jouer ensemble, je crois, pour la première fois, ensemble. Peut-être que dans 20 ans, ils auront joué une trentaine de spectacles ensemble. Cette complicité-là, elle est dingue sur un plateau. J'ai vu un jour un film de Valéria Bruni Tedeschi sur les Trois Sœurs, que nous avions fait. C'est elle qui le dirigeait, sur les Trois Sœurs qu'avait monté Alain Françon. J'ai regardé le film que je trouvais très beau et je me suis dit, à chaque rôle, on peut trouver quelqu'un à l'extérieur qui pourrait mieux tenir ce rôle-là, mais le regard porté les uns sur les autres, parce que cette condamnation presque familiale donne une qualité de regard absolument dingue, c'est à nul autre pareil. Donc c'est vraiment une condamnation qui est magnifique. Vous parliez de cruauté et de pression, je me suis peut-être mal expliqué, je dirais une exigence. Le fait que les pères décident du départ ou du grandissement des uns et des autres à l'intérieur de la troupe, c'est pour moi de l'exigence et une protection. J'ai connu Catherine Samy qui a passé 50 ans dans le théâtre. Elle a fini évidemment doyenne. Quand elle est partie, elle avait 50 ans de maison. Il n'y a aucun acteur qui peut dire ça dans le monde entier. C'est une protection extrêmement exigeante. Je voulais juste rebondir, ça m'intéresse beaucoup sur le professeur. C'est quoi de professer au théâtre? C'est toujours un mystère que cette maïotique-là, comment est-ce que ça s'enseigne, le théâtre? Et lorsqu'on joue, nous, alors effectivement, l'acteur est censé se renouveler tous les soirs sur le même texte, sur la même leçon, effectivement, sachant que le professeur n'est pas lui. Le professeur est le dramaturge ou la poétesse ou le poète qui a écrit cette pièce-là et dont nous sommes les lecteurs, les interprètes éclairés pour le coup. Mais je ne sais pas si ça peut vous parler, cette chose-là. J'ai souvent repéré que les grands professeuses ou professeurs de théâtre ou les grandes directrices ou directeurs d'acteurs sont souvent pas forcément les plus grands des actrices ou des acteurs. Et que quelquefois, j'ai connu des acteurs qui, en direction d'acteurs, n'étaient pas très doués parce qu'en fait, ça leur semblait tellement naturel de réussir, c'était tellement pas un effort que de réussir à faire comprendre comment y arriver, ils ne le savaient pas. Ils avaient une espèce de talent naturel. Tandis que ceux qui, sur le plateau, sont pas des canons de Navarone, on n'a pas l'impression que c'est aussi simple que ça, par contre, ont tellement réfléchi à leurs difficultés qu'ils arrivent très bien à le construire pour l'autre. Pour eux, ils n'ont pas réussi. Donc j'ai souvent observé qu'au théâtre, le défaut d'un acteur est souvent la richesse absolue d'un directeur d'acteur ou d'un professeur. C'est intéressant que ce soit le défaut qui devienne qualité, pour le coup. Et Simul et Singulis, vous en donnez quelle lecture, vous, professeur Ruff? Cette utopie de la Comédie Française. Ce qui est important... Oh là là, je suis ici, je vais faire une bêtise. Non, c'est parce que j'en donne une traduction qui est pas tout à fait exacte, mais si je la résume très vite, c'est de l'art d'être ensemble, simul et singulis, de rester singulier. En gros, de pouvoir mettre au pot commun son travail, son intelligence, son apport, et en même temps d'être celle ou celui que la metteuse ou le metteur en scène va absolument désigner en disant « il n'y a que cet artiste-là qui peut le donner ». Ce qui est important dans cette devise, pour moi, c'est le « être ». C'est la liaison entre les deux. Et d'ailleurs, lorsque nous faisons ces comités, je dis « je » parce que je les préside, et que c'est sans doute pour ça d'ailleurs que les administratrices ou les administrateurs sont des acteurs au départ, parce qu'ils peuvent participer à cet examen extrêmement difficile. Comment on jauge, comment on juge, comment on estime la qualité d'un acteur ou alors son travail dans l'année? S'il y avait des fautes graves, si on bafouillait... on mettait des petits bâtons, si on loupait une entrée, il n'y aurait plus personne à la Comédie Française. Donc il n'y a pas cette chose-là. C'est comment on juge, sachant que souvent au siège B12, il y a quelqu'un qui trouve la reine extraordinaire, et au B14, quelqu'un qui dit bon, voilà. C'est un océan de subjectif, cette chose-là. Et comment est-ce qu'on arrive à faire? Alors on demande à chacun, il y a 2 grilles de lecture, il y a simul et singulis, il y a ce que j'appelle moi les phares en mer.
Ce sont des acteurs qui sont tellement puissants que quand ils arrivent sur un plateau, des actrices, que quand ils arrivent et elles arrivent sur un plateau, ça met tout le monde d'accord. Il y a un monde qui arrive en même temps. Par contre, ce n'est pas forcément des gens avec qui vous avez envie de partir en tournée. Voilà. Dans le commun de la vie, ça manque un petit peu voilà, de richesse. Et il y a d'autres personnes qui, ce que j'appelle moi des joyaux de travail, c'est des gens qui, encore une fois, ne sont pas forcément des gens extrêmement puissants au plateau, mais qui, dès que vous savez qu'ils sont dans la distribution, vous savez que ça va être joyeux, que ça va être intelligent, que ça va être modéré, qu'on va se passer les choses et que l'ensemble de ces répétitions, les répétitions c'est important, hein, on passe 2 mois à répéter, 2 mois ensemble, chaque après-midi, chaque soir, à travailler une matière. Donc de temps en temps, si l'ambiance n'est pas bonne, là la condamnation, vous la ressentez. Par contre, quand c'est formidable, alors ça n'augure pas d'ailleurs de la qualité du spectacle, hein. Moi j'ai déjà vécu des répétitions absolument géniales devant des gens qui faisaient... Et puis de temps en temps, j'ai traversé des fils barbelés d'intention, et puis à la fin, tout le monde était debout. Donc l'un ne veut pas dire l'autre. Mais ces 2 grilles de lecture-là, alors effectivement, il y a des actrices et des acteurs à la Comédie Française qui font des carrières magnifiques de sociétaires et d'artistes, parce qu'ils ont les deux. Ils sont les phares en mer, ils sont les joyaux de travail. Et moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois que je fais un pari sur Baptiste, sur Céphas, qui sont rentrés il n'y a pas longtemps, c'est d'essayer de repérer cette chose-là, de savoir que ce sont des artistes qui ont ce que j'appelle la bouche formée, c'est-à-dire que leur vérité n'est pas juste dans une seule expression qui serait en même temps tellement profonde qu'on achèterait tout le temps, mais qui sont capables de passer d'un répertoire à un autre, qui sont capables de ne pas être de la compagnie des sérieux ou de la compagnie des comiques, mais parce qu'on est obligé tout le temps de se mélanger entre les deux. Et puis on sait que les clowns sont de grands mélancoliques, hein, évidemment, et que les tragédiens racontent des blagues de carambar tout le temps. Ça, on le sait, ça se mélange absolument tout le temps. Donc j'essaye de trouver des gens dont je me dis, oui, ils ont cette qualité à venir dans la bouche, dans l'oralité. Et puis j'essaye de sentir chez ces jeunes gens, lorsqu'ils sont jeunes, de me dire, est-ce que c'est des gens qui vont avoir plaisir à travailler ensemble, à s'estimer Et puis moi, j'ai toujours vu que, vous venez de le dire entre professeurs, on se tutoie tout de suite, on est condamnés à vivre ensemble, et cette condamnation, en même temps, elle donne il y a beaucoup plus d'occasions de recroiser quelqu'un avec qui vous avez une telle histoire joyeuse et une telle cumul de spectacles que de tomber sur vraiment la personne que vous ne voulez pas voir. Mathématiquement, c'est beaucoup plus heureux d'un côté que de l'autre. Et je trouve que ça oblige aussi à être dans un commun exigeant. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'en tant qu'acteur, on va voir le spectacle d'un autre acteur de la maison, si vous ne lui dites rien, il s'inquiète. Si vous lui dites totalement ce que vous pensez, il s'inquiète. Donc, on doit trouver des manières de faire entendre une remarque, mais qui ne soit pas dure, violente pour la personne qui va aller sur scène le lendemain et qui est à sa première ou à sa seconde. Donc, il y a des qualités oratoires qui se développent, qui font qu'au bout d'un moment, quand on s'en sort très bien, on devient administrateur général. C'est ça. C'est une leçon. Thomas Romer, monsieur l'administrateur, donc toujours pas général. Un jour, on vous dira pourquoi vous l'avez perdu en cours de route. Mais oui, pourquoi ? Vous l'aviez ? Vous l'aviez général avant ? Non, jamais. Vous l'avez jamais eu ? Moi, non, je ne sais pas, dans l'histoire du collège... Dans l'histoire, il faut demander à William Marx. Au XVIIIe siècle, moi j'ai un texte du XVIIIe qui présente le collège, je le lirai tout à l'heure si on a le temps, mais peu importe. En tout cas, on dit qu'il y a un inspecteur. En fait, c'est un inspecteur au XVIIIe. Et après, c'est voilà. devenu administrateur. Oui, mais je sais pas cela dit, Thomas inspecte, comme il l'a dit, il inspecte les cours de ses collègues. Hein. Mais ça, tout le monde peut le faire, de toute façon. Comment est-ce que vous l'interprétez, vous, Thomas Romer, cette devise du Collège de France, celle-ci, hein, Doc et Omnia. Quelle république vous y voyez? Quelle utopie? Le Doc et Dans Omnia. le Doc et Omnia. Alors ça, je pense, c'est très important. On en a déjà parlé. Donc, il enseigne tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de tabou.
Il n'y a pas non plus l'idée que on va regarder quelle discipline peut attirer le plus de monde, quelle discipline peut être utile. On enseigne aussi des disciplines qu'on peut considérer comme inutiles. C'est-à-dire, je vais donner des exemples. Je vais commencer avec moi-même. Les études bibliques en France, c'est rare que ça s'enseigne à l'université. Mais au Collège de France, on peut le faire. On a depuis toujours une chaire en assyriologie. Alors on peut se dire pourquoi faut-il l'assyriologie, ça rapporte rien, et pourquoi... Qu'est-ce que c'est? Il faut expliquer qu'est-ce que c'est. Voilà, les vieilles tablettes mésopotamiennes, voilà, donc la civilisation mésopotamienne, donc, qui est née au Collège de France. Et je pense, dans les universités, il y a beaucoup de pression, où on dit qu'il faut regrouper peut-être une ou deux chaires, ça suffit pour toute la France, alors que c'est quand même, c'est toujours un fleuron, au fait, de la science française, mais qui est menacé parfois parce que, voilà, il n'y a pas assez d'étudiants, etc. Et au Collège de France, on n'a pas ce problème-là. On peut dire que c'est important. Et si le Collège des professeurs dit on veut de nouveau une chaire d'assyriologie, il y aura une chaire d'assyriologie. Donc, ce n'est pas ni pécuniaire, ni l'idée qu'il faut absolument attirer du monde, bien que souvent des disciplines qu'on considère comme marginales, finalement, elles attirent quand même beaucoup de monde. Par exemple, parce qu'il y a peu de place. Alors, la chaire d'assyriologie attire quand même... la fameuse. Oui, la fameuse chaire. Et il y en a d'autres. Donc, tout peut être enseigné, mais ça veut dire aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, pas toujours tout en même temps, parce qu'on est limité, donc on est limité au niveau des chaires, donc on a à peu près 45 chaires, et puis il faut jongler, évidemment, dans ces possibilités. On a quand même une sortie de secours qui n'est pas non plus, disons, qui ne résout pas tous les problèmes, mais nous avons des chaires annuelles. Nous avons des chaires annuelles, où on invite en fait des collègues qui restent en poste dans leurs universités et organismes de recherche respectifs, mais qu'on invite aussi on avait des chaires de création artistique, qu'on invite pour une année et qui permettent en effet d'être parfois plus réactifs que s'il s'agit de créer... Parce qu'une fois que vous avez nommé un professeur, vous l'avez... Jusqu'à ses 73 ans. A priori, jusqu'à 73 ans. Donc là, on est moins flexible, donc on peut être très content, mais disons, on n'a pas cette autre possibilité de dire à quelqu'un ce sera peut-être bien d'aller voir ailleurs. Donc ça, on n'a pas. Vous pouvez peut-être vous inspirer de la comédie française. À mon avis, c'est une bonne chose. Mais disons, avec les chaires annuelles, nous avons la possibilité, justement, on a une chaire sur la biodiversité, avenir commun durable, on avait une chaire qui est co-organisée avec les ministres de la Culture sur l'Europe à la diversité des langues et des cultures. Donc, ce qui permet, en effet, d'inviter des gens qu'on n'aura pas pu avoir comme collègues permanents, parce qu'ils sont très bien là où ils sont, ou peut-être parce qu'ils ne se sont pas enseignés pendant 20 ans, mais qui seront contents de venir pour une année au collège. Et c'est aussi un enrichissement qui est important, je pense, à la fois pour le public, mais aussi pour nous-mêmes, parce que ça nous ouvre aussi à d'autres collègues. Et voilà. C'est beau comme de la poésie de lire un programme du Collège de France, la chaire de la science des données. Moi, ça m'a beaucoup plu, du débruitage à la génération de données. Le débruitage, par exemple. Qu'est-ce que c'est que le débruitage ? Il y a aussi des choses très belles comme le spectre des surfaces hyperboliques aléatoires. Alors, ne demandez pas de faire l'exégèse de tous les intitulés des cours. Et nous votons sur ces intitulés de cours, vous remarquez, en toute connaissance de cause, bien sûr. William Marx, votre lecture de Ketomnia. C'est ce que disait Thomas Römer. En fait, c'est aussi... En même temps, vous êtes en professeur de littérature comparée, peut-être vous faites une comparaison des deux devises. Oui, de manière, comme je suis pour l'instant, le seul professeur de littérature, on m'a dit, on va prendre quelqu'un qui enseigne toutes les littératures, c'est beaucoup plus simple, ça évitera d'en avoir d'autres. Non, toute plaisanterie mise à part, ça fait partie du côté utopique du collège et de la fondation du collège, c'est-à-dire, effectivement, c'est un idéal auquel nous ne pouvons évidemment pas atteindre. Mais je crois que c'est l'une des rares institutions, quand même, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, où il y a sur un tout petit territoire, qui est celui du collège, dans un tout petit nombre, la volonté de vouloir couvrir l'ensemble des savoirs et
et des pratiques, depuis la médecine, l'astrophysique, jusqu'à la sociologie, l'économie, l'égyptologie, la chimie. Enfin, c'est assez incroyable. Et tout ce monde-là se fréquente. Mais vous imaginez ça, en fait, c'est très rare dans l'ensemble des universités. En fait, les universités sont vraiment scindées en grosses facultés et les gens ne se fréquentent pas. Même les grandes institutions de recherche qui sont un peu comparables au collège, comme le PHE, l'École pratique des hautes études, et le HESS, sont en fait très spécialisées plutôt dans les sciences humaines ou des sciences sociales pour le HESS. Mais là, on a entre la recherche du débruitage des données et la Mésopotamie du XVIIIe siècle, on échange. Comme nous sommes supposés assister aux leçons inaugurales des uns et des autres, nous avons tous une sorte de formation continue en géométrie spectrale, la spécialité de Nalini Anantaraman, en physique des particules, etc. Des choses... Alors, c'est sûr, quand nous sommes dans les leçons inaugurales, nous comprenons... Alors, les leçons inaugurales, elles sont en général très bien faites par nos collègues, c'est-à-dire que ce sont des leçons où on peut comprendre, même quand on n'est pas spécialiste, on peut comprendre à peu près la moitié. Et après, le reste est fait pour les spécialistes. Mais la moitié qui nous est accessible... Il y a un hameçonnage. ...nous permet déjà bien... Et c'est une sorte de formation qui nous est donnée et que nous avons déjà lorsque nous avons le premier entretien de visite avec le collègue à venir. Et en fait, c'est une chance extraordinaire comme ça d'avoir des cours particuliers avec celles et ceux qui sont parmi les meilleurs dans leur discipline. Enfin, franchement, chaque fois que je reçois un chimiste ou un physicien théorique devant moi et que je me dis, mais quand même, quelle chance extraordinaire, j'aurais jamais cette possibilité-là de pouvoir poser des questions à un indianiste, des choses des questions qui autrement resteraient lettres mortes pour moi. Vraiment, en fait, c'est une sorte d'organisme on est forcé à être actif intellectuellement quand on est professeur du collège, ne serait-ce que pour faire bon accueil aux autres et faire bonne figure. Professeur Ruff, dans un programme aussi de la Comédie Française, il y a beaucoup de poésie, mais il y a aussi une interdisciplinarité qui est dingue. Quand on prend, là, par exemple, cette année, on peut avoir un spectacle comme Les Serges, qui va être un spectacle musical. On a un Macbeth, on va avoir Le Moche, qui est rarement mis en scène. La Souricière, c'est du Agatha Christie. Donc, il y a du roman, il y a de la musique, il y a des grands classiques, il y a les réinterprétations des grands classiques, il y a bien sûr les Cyrano, les Maladies imaginaires. Vous avez ouvert, vous, de plus en plus aussi les disciplines, les matériaux qui rentrent à la Comédie Française? Non, je ne crois pas. Je n'ai fait qu'utiliser sa qualité. On a d'une certaine manière la même mission. Certains théâtres, je crois que Wajdi Mouawad vient ici depuis quelque temps. Février, ouais. Voilà, au Théâtre de la Colline, Wajdi a dit c'est que des auteurs et des autrices vivants. Donc il ne faut vraiment pas mourir avant la première parce qu'il est capable de vous décommander sinon. C'est que cette chose-là. On sait que le Théâtre de l'Europe était consacré à autre chose. L'opéra comique, logiquement, doit travailler sur un répertoire très particulier, très exigeant, etc., qui est celui de l'opéra comique français. La Comédie Française, la mission, d'ailleurs c'est la seule mission qui est au décret, de 95 maintenant, qui est de représenter son répertoire. Alors on sait que le répertoire, au départ, c'était presque un réflexe d'exclusivité et pas forcément un florilège des plus grands textes de notre culture. Mais le répertoire, on dit classique français et étranger, et qu'on a la mission aussi d'abonder ce répertoire avec des textes contemporains. Donc en gros, l'exception est tout est possible. Tout est possible. Et je trouve que la Comédie Française se doit... je me méfie toujours des gens qui travaillent sur des marges. Je me dis que toutes les marges sont nécessaires, mais c'est le cumul de ces marges-là qui donne un intérêt. Et la troupe de la Comédie Française, comme si c'était un orchestre, est censée jouer de la musique contemporaine très exigeante et aussi du baroque sur instruments baroques. Ils sont capables de faire tout. De temps en temps, on pense qu'il y a une troupe moderne et une troupe ancienne. Il y aurait des gens qui seraient capables de bafouiller savamment au cinéma, puis d'autres qui se colleraient des alexandrins. C'est les mêmes. C'est les mêmes actrices et c'est les mêmes acteurs. Ça veut juste dire qu'ils sont bons, qu'ils sont les meilleurs de leur métier, comme vous dites. Moi, je me suis toujours dit qu'on a vous, c'est les professeurs, nous, c'est la troupe. C'est-à-dire la troupe qui se connaît, qui travaille ensemble, fait est le transfuge, l'accompagnateur du public. Si vous voyez Elsa Le Poivre dans Delphine et Marinette à 18h30, vous pouvez la voir dans une tragédie à 20h30. Donc l'exceptionnel trajet qu'elle fait entre les deux est fascinant. Donc le public de la Comédie Française, pour ça, il est formidable, parce que je ne peux pas le comparer
au public de Lens, dont on dit que c'est le meilleur en foot. Mais la vraie doyenne ou le vrai doyen de la Comédie Française, il est dans le public. Il n'est pas chez les actrices ou chez les acteurs. Je reçois constamment des lettres me disant « Je n'ai pas réussi à me connecter, mon petit-neveu n'était pas là, est-ce que vous pourriez m'aider pour avoir des billets ?» J'ai 70 ans de carrière à la Comédie Française. Totalement exceptionnelle, cette chose-là. Totalement exceptionnelle. Et on disait tout à l'heure que le Collège de France va s'ouvrir sur cette idée de donner un enseignement peut-être en français et pas en latin, qui est un enseignement du coup qui est prisé par l'Université de Paris, qui est donc un petit peu excluant. Il y a un mouvement comme ça de popularisation. C'est ce qu'on retrouve. Moi, quand vous, par exemple, vous portez le soulier de satin de Claudel Éric Ruff, vous allez faire venir massivement des gens qui, un, ont peur de Claudel, deux, de rester 8 heures au théâtre. Donc ça aussi, c'est dans l'émission de la Comédie Française, d'aller chercher des publics qui auraient pu être effrayés par un texte ou non, c'est la mission expérience. de représenter le répertoire. Qu'est-ce que c'est qu'un classique? C'est juste qu'il y a une équation à l'intérieur qui nous intéresse toujours. C'est pas juste parce que c'est au programme de l'éducation nationale. C'est ça qui fait que les élèves font comme ça, mais quand on se dit, en fait, non, de lire cette littérature-là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un lièvre à courir à l'intérieur qui nous motive toujours, qui nous inquiète toujours, qui nous interroge toujours. Les grandes pièces, c'est ça, parce que sinon, toutes les autres, au répertoire de la Comédie Française, il y a 90% des pièces qui sont plus représentables parce qu'elles ne sont plus intéressantes. Elles étaient dans leur temps, elles ont passé leur temps, tandis que les grandes œuvres... Voilà, on dit le malade imaginaire, oui, les médecins, le truc et machin. Oui, il n'y a pas que les médecins dans le malade imaginaire. Il y a un père qui fait semblant de mourir 3 fois devant sa famille. C'est ce grand fantasme de pouvoir regarder le jour de son enterrement qui sont les sincères et les insincères. Oui. Voilà, ça, c'est presque mythologique, cette chose-là. Donc voilà, l'acception de tout ça est très grande. Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup en parallèle. C'est qu'à la Comédie Française, alors on ne donne pas des cours, on reçoit du public, on ne sait pas pourquoi il vient. C'est un parallèle aussi. Et le public n'est pas sanctionné en disant « Toi, tu es un bon public, tu peux revenir la saison prochaine » ou « Toi, tu es out of the game ». Voilà, et je pense que pour vous, c'est la même chose. Qu'est-ce que vient chercher le public? Ça me fascine toujours, cette chose-là. Et je pense que si on faisait un immense micro-trottoir, personne ne saurait répondre très clairement à cette chose-là. On vient parce qu'on aime le répertoire, on vient parce qu'on aime tel acteur, on vient parce qu'on adore cette pièce qu'on a vue il y a longtemps, etc. Mais je ne suis pas sûr que ça soit la vraie réponse. Donc c'est toujours délicat parce que pour savoir à quoi ça sert, je ne sais pas si vous êtes soumis à cette même injonction, moi on me demande de plus en plus à quoi ça sert le théâtre. Et en fait, je n'arrive pas à pitcher la chose de façon suffisamment courte pour qu'elle soit comprise. Je pars toujours dans des limbes, voilà. J'ai toujours besoin de 20 minutes pour m'en sortir avec cette chose-là. Et j'essaie toujours de le résumer là-dedans, de dire c'est beau de ne pas savoir à quoi ça sert, parce que c'est pour moi comme de la nidification. Je ne sais pas ce que les gens viennent chercher. Je ne sais pas ce que ça construit. Moi, je sais... singulièrement ce que ça construit pour moi. J'ai eu, en tant que spectateur, des émotions qui étaient à nul autre pareil, que j'ai eu en littérature certaines fois aussi, où tout d'un coup j'ai l'impression qu'il y a un haïku de ma vie qui est représenté là, avec une force extraordinaire, et que c'est fait pour moi. Comme si tout ça était fait pour moi. Mais je suis toujours fasciné à la Comédie Française du nombre de métiers, ça aussi c'est une utopie, il y a 70 à 80 métiers du théâtre à la Comédie Française, pas juste parce qu'il faut les conserver, parce qu'ils sont utiles, et puis, il y a une expertise absolument incroyable des uns et des autres. Il y a une troupe qui travaille et qui est d'une qualité absolue. Et tout ça, pourquoi? La sortie d'usine, c'est quoi? Qu'est-ce que ça crée chez un spectateur? Qu'est-ce que ça construit? Ne pas le savoir me paraît bien, beau, mais je pense qu'on est exactement... Là-dessus, il y a un parallèle. Monsieur l'administrateur. Ouais, je pense que c'est assez comparable. C'est-à-dire, on a fait des enquêtes pour savoir quel est notre public, donc on a des statistiques. Mais après, la question du fond, elle est plus difficile à poser. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Et je pense aussi, ce que vous avez dit au niveau des métiers du théâtre, je pense qu'il y a aussi des métiers du Collège de France, des gens qu'on nomme pas beaucoup, mais on a des services, on a des régisseurs, on a les gens qui organisent que tout se passe au mieux. Et tout ça, en fait, il y a une identité qui dépasse l'identité des professeurs. Il y a une identité Collège de France qui me semble quand même assez
assez vécu important, et pour moi c'est quelque chose qui est très, très rassurant parce qu'on se sent un peu dans une famille, quoi. Et oui. Ce n'est pas les professeurs tout seuls, c'est vraiment l'ensemble des gens aussi qui sont là aujourd'hui, qui ont fait que les gens ont trouvé leur place, qui ont organisé les flux et tout ça. Donc je crois que c'est très très important que le Collège de France, voilà, il y a les métiers qui sont autour des métiers de professeurs, qui sont vraiment avec beaucoup de dévouement au service des professeurs, et puis parfois les professeurs doivent aussi se rappeler de ça. Mais pour revenir au public, je crois que c'est en effet quelque chose, c'est un peu, je pense bon, chez vous, il faut payer un peu. Mais oui, si c'est libre et gratuit. Mais c'est quand même une gratuité, quelque part, c'est une gratuité. Et je pense que ça caractérise aussi le Collège de France. Donc, et pour cela aussi, on est assez particulier parce qu'en fait, on ne va pas dire toi, tu ne peux pas revenir parce que tu as loupé l'examen ou voilà, donc il n'y a pas d'examen, donc les gens viennent librement. Il y a des gens qui viennent depuis... moi, je connais des gens qui viennent à mes cours, je me dis, mais ils ont toujours encore envie, qui viennent depuis 15 ans. Et puis, il y a des gens qui viennent seulement pour un cours, des gens qui viennent pour beaucoup de cours et qui se sont vraiment très attachés au collège. Mais c'est très... Voilà, je suis assez d'accord. Donc, je pense que c'est de tous âges. Parfois, on aimerait qu'ils soient un peu plus jeunes, mais les plus jeunes sont derrière les écrans. Voilà, ils sont là au premier rang. Voilà. William Marx, vous vous interrogez, vous, sur ce public? C'est un mystère. Parce que l'une des différences entre le Collège de France et une université normale, c'est que nous n'avons pas... il n'y a pas d'examen à la fin, pas de diplôme. Donc nous n'avons en principe aucune relation avec les auditeurs qui sont devant nous. Je dis en principe parce qu'en fait, au bout du compte, les relations s'installent assez vite. On retrouve les mêmes auditeurs, les mêmes auditrices, et puis on discute aux pauses. Les auditeurs et les auditrices vous écrivent, vous font des cadeaux. Parfois, je reçois des cadeaux absolument mirifiques, des éditions originales de Paul Valéry, par exemple. Enfin, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous recevez ce genre de Il y a de des fans hardcore à la Comédie Française. C'est assez étonnant. Pourtant, je n'ai rien à vendre, autre que mon savoir, puisque je n'ai pas donné de diplôme. Mais et puis donc finalement on les retrouve année après année. Et puis, on les retrouve aussi dans d'autres cours. C'est-à-dire que les mêmes auditeurs que je vois à mon cours, je les vois aussi en train de faire la file d'attente devant le collège, 1 heure avant le cours d'un autre collègue dans une toute autre discipline. Et c'est des auditeurs qui sont en gros des auditeurs professionnels, comme disait Eric Ruff. Ils font leur carrière ici au Collège de France, et donc ils sont infiniment plus savants que tous les professeurs, que chaque professeur du collège, parce qu'ils suivent tous les cours. C'est assez... moi, je suis absolument admiratif, tout de même. Ce sont des puits de science, nous devrions les interroger pour nos recrutements, etc. Ce sont eux qui devraient être nos véritables sergents. Ah oui, il faut ouvrir aux auditeurs, bien sûr, ce comité mais bien sûr, qui décide des chaires et des professeurs. C'est assez frappant, effectivement, de voir cette diversité des auditeurs. Au bout du compte, cette idée de venir ici gratuitement pour rien, juste pour le plaisir de savoir. On se pose la question, voilà, il y a quand même la question du plaisir. Je pense qu'elle est là. Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup d'éditeurs, alors que même nos cours sont enregistrés en vidéo, en audio, on peut les suivre partout, etc., ça pose pas de problème. Mais s'il y a des gens qui viennent, d'abord c'est parce qu'ils ont la possibilité de venir, ils sont libres à l'heure en question, ils n'habitent pas trop loin, bien sûr. Mais c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'ordre de la présence, qui est rapport au théâtre. C'est-à-dire que réellement, être, me semble-t-il, devant le ou la professeur dans la salle où il ou elle est, il y a là quelque chose qui se passe qu'on n'a pas devant son écran vidéo. Et c'est ça aussi qui rapproche quand même cette idée de scène des savoirs et de savoir de la scène que vous avez à la Comédie Française, et qui fait qu'il y a quelque chose de parallèle entre ces deux institutions. C'est-à-dire que tout se passe quand même à un moment dans une histoire de présence d'un savoir incarné dans une personne, en tout cas ici au collège, alors que la Comédie Française, ça se passe un petit peu différemment, et du plaisir que ça donne, une sorte de sentiment. On ressort, j'étais au Soulier de Satin samedi, bon, j'ai pu dire tout à l'heure à Eric Ruff comment j'étais enthousiasmé, comment, en quelque sorte, je pense que beaucoup de spectateurs de ce extraordinaire spectacle ont eu ce sentiment. On ressort transformé, c'est-à-dire qu'on ressort meilleur, on a l'impression d'être meilleur en sortant qu'on l'était en entrant, parce que quelque chose s'est passé pendant ces 8 heures, et en fait, c'est tellement élevé, sublime, et en même temps très drôle, etc. Mais
en fait, on a l'impression d'avoir subi une sorte de cheminement spirituel. Alors, je ne dirais pas qu'ici, les auditeurs qui viennent ici... Voilà. C'est une route qui s'ouvre. Voilà, et je ne dirais pas qu'ici, c'est un cheminement spirituel que suivent les auditeurs, mais néanmoins, j'ai l'impression qu'ils, s'ils viennent ici, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ressortiront du cours un peu meilleurs qu'ils n'étaient, un peu plus savants, en ayant retiré quelque chose. Mais on peut se dire quand même que la sœur aînée de 150 ans avant sa cadette, la Comédie Française, on voit ces institutions avec beaucoup de respect parce qu'elles sont séculaires et qu'elles existent toujours, alors que ce qu'elles produisent est assez volatile et peu répertorié. Donc c'est assez beau de savoir que les choses les plus anciennes ont tenu sur, si on parle de retour sur investissement, oui. Le retour, il est beau parce qu'il n'existe pas. Et c'est assez beau de savoir que c'est ça qui a tenu. Et sur des savoirs qui ne cessent d'évoluer. Absolument. En fait, c'est vrai que nous enseignons toujours un savoir en évolution, mais le savoir d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Donc en fait, tout se périme terriblement. De la même manière que ce que vous présentez, au bout du compte, c'est quelque chose qui se passe dans l'instant. Et, bien sûr. C'est assez effrayant de penser. On est quand même renvoyé à une sorte de précarité de nos pratiques. C'est dans l'ADN de vos institutions. Il y avait ce beau texte de Marc Fumaroli, qui est donc académicien et professeur au Collège de France titulaire de la chaire Rhétorique et Société en Europe, 16e, 17e siècle, qui dit « Le Collège de France ne s'est jamais cru parfait ni achevé ». Au fond, ça fonctionne aussi avec la Comédie Française. Hein? Quoi? Non, mais ça vous concerne, hein? Non, bien sûr. C'est le point commun aussi entre vos deux institutions. Il n'y a pas d'objectif, en effet, à atteindre. Comme disait, pas de sortie d'usine, comme disait Éric Ruff, et il n'y a pas de sentiment d'achèvement. Alors, achèvement, certainement pas. Je pense qu'il y a quand même une volonté depuis presque 500 ans, en fait, de rendre le savoir accessible à toutes et à tous. Et ça n'a pas bougé. Et là, c'est une continuité. Mais la manière de le faire, elle diffère. Les disciplines qui sont enseignées, ils bougent aussi. Donc, évidemment, et ça, c'est notre grande liberté, nous n'avons pas des comptes à rendre au niveau des taux de succès de nos auditeurs et nous pouvons en effet aussi enseigner librement des choses qui peut-être ne sont pas considérées par le ministère comme le plus important aujourd'hui. Et donc là, il ne faut pas un peu résister, mais je pense que c'est important de garder cette ligne. Donc je dirais, parce qu'aujourd'hui on parle d'un idéal démocratique et je crois que cet idéal démocratique, il est là depuis les origines dans nos deux institutions, de manière évidemment différente selon évidemment ce que nous avons à faire, quelle est notre mission. Mais je pense que là, c'est quand même quelque chose qui nous unit et qui aussi, et ça, je pense quand même dans les temps qui courent, c'est quand même très rassurant d'avoir des institutions où justement on a cette envie que tout le monde peut savoir, il n'y a pas d'exclusion, c'est ouvert à tout le monde, on contrôle rien sauf les sacs et puis voilà. Et on l'a compris, on n'a même pas besoin de son brevet pour devenir professeur au Collège de France, idem à la Comédie Française, donc les vocations peuvent se déclarer ce soir ou plus tard, le temps que ça germe. Voilà. Merci infiniment à vous trois, professeur Ruff, Éric Ruff, administrateur général de la Comédie Française. Merci infiniment à Thomas Romer, l'administrateur du Collège de France. Et le professeur William Marx, titulaire de la chaire Littérature comparée, dans laquelle
Des saluts à l'allemande. Des saluts à l'allemande. Dans laquelle donc toutes les littératures peuvent s'incarner. Magnifique. Il y aura d'autres rencontres qui vont continuer avec le professeur Ruff, qui sera bien entouré au cours du mois de février, mars, avril, mai et juin. Le 12 février prochain, Dire les vers. Voilà. Éric Ruff, William Marx, de retour pour une autre représentation. Denis Podalides et Dominique Blanc, entre autres. Et vous voyez toute la liste des rencontres s'afficher de ce cycle. La Comédie Française au Collège de France. Merci, bonne soirée. Merci Mathilde. Et vous merci avez... à toi, Mathilde Serrel. Et merci à Mathilde. Un cocktail. N'oubliez pas le cocktail qui vous attend au foyer.